Bonjour à tous, bienvenue dans ce 18e épisode de la série Mon portefeuille PEA. Je vous rappelle que l'objectif sera de faire passer un portefeuille de 0 € à 500 000 € d'ici 2049. Alors comme on peut le voir à l'écran, le portefeuille est désormais valorisé à hauteur de 22 707 € et j'ai pour le moment 5 158 € de liquidité en portefeuille. Si vous aimez cette série, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est toujours bon pour la motivation. Et puis j'en profite pour remercier les 11 000 abonnés qui ont rejoint la chaîne au cours des 17 derniers mois. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, c'est-à-dire un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ces recommandations d'usage étant faites, nous pouvons passer à la présentation du portefeuille. Alors, comme on peut le voir ici, le portefeuille est désormais valorisé à hauteur de 22 707 € et, comme on peut le voir en dessous, au niveau du solde d'espèces, j'ai pour le moment 5 158 € de liquidité que je vais devoir investir dans les mois qui viennent. Donc comme on peut le voir ici, les liquidités sont en forte augmentation au cours des derniers mois. Pourquoi? Tout simplement parce que j'estime que le marché ne m'offre pas d'opportunités suffisamment intéressantes pour le moment. Bien entendu, j'estime que ces opportunités devraient voir le jour au cours des prochains mois et qu'il est donc très important de rester patient actuellement. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un certain temps, j'ai horreur de courir derrière un train et donc je préfère toujours attendre le prochain train, même si je dois attendre quelques mois avant de monter dans celui-ci. Donc comme d'habitude, j'ai classé mes lignes par valorisation, donc de la ligne avec la valorisation la plus élevée à la ligne avec la valorisation la moins élevée, et puis on retrouve ici les poids donc au sein du portefeuille, donc de la ligne la plus élevée à la ligne la moins élevée, c'est la même chose. On notera par ailleurs que Total SA, qui était devenu Total SE, s'appelle désormais Total Energy SE. Parmi les lignes les plus importantes du portefeuille, on va retrouver Total Energy, Maisons du Monde, Renault, Danone, Ontex et BIC. Au niveau des faits marquants du mois, donc pour le mois de mai 2021, le rendement mensuel du portefeuille est encore positif, donc de plus 3%, c'est-à-dire que le portefeuille continue de très bien performer. On se souvient que j'avais procédé à une allocation qui mettait l'accent sur les valeurs cycliques. Or, les valeurs cycliques performent extrêmement bien depuis plusieurs mois. On notera par ailleurs que deux titres ont contribué à la performance du portefeuille au mois de mai 2021, à savoir les titres Maisons du Monde, qui est en hausse de plus 15,89% au cours du dernier mois, et puis le titre SMCP, qui est en hausse de plus 15,56% au cours du dernier mois. Au niveau des prises de position, pour le mois de mai 2021, je vois qu'il y a une coquille ici, il s'agit bien du mois de mai 2021. Je n'ai pris aucune position au cours de ce mois de mai. La raison est simple, le marché ne m'offre pas les prix auxquels je souhaite rentrer sur plusieurs valeurs, et donc je reste en attente pour pouvoir rentrer éventuellement sur ces titres. Donc comme je l'ai noté ici et comme je l'avais déjà noté au cours du mois d'avril 2021, je reste en attente d'un point d'entrée, notamment sur des fast growers. Et donc si le marché m'offre la possibilité de pouvoir entrer à prix intéressant, donc à prix raisonnable sur ces titres, j'en profiterai pour augmenter la position des fast growers en portefeuille. Généralement, quand on débute en bourse, on a souvent peur de rater le train, on ne sait pas trop à quel niveau entrer sur les titres. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on alloue son capital extrêmement rapidement en se disant que dans tous les cas, à long terme, le marché augmente. Ou en tout cas, les prix des actions augmentent. De mon côté, je préfère que le marché me donne des points d'entrée intéressants, c'est-à-dire que je regarde la valorisation, donc au niveau fondamental, et si la valorisation qui m'est proposée est attractive, je me permets d'entrer sur certaines lignes ou de renforcer certaines positions. À titre d'exemple, Warren Buffett et Charlie Munger, donc de Berkshire Hathaway, expliquent régulièrement qu'ils préfèrent rester en cash lorsque le marché ne leur donne pas d'opportunités intéressantes, auquel cas ils peuvent utiliser ce cash lorsque le marché leur offre des opportunités extrêmement intéressantes. De la même manière, un investisseur comme Monish Pabrai, qui est très proche de la philosophie d'investissement de Warren Buffett et Charlie Munger, a tendance à préférer rester en cash lorsque le marché ne lui offre pas d'opportunités intéressantes. La plupart du temps, il a environ 20% de liquidité en portefeuille et il explique pourquoi. Il explique que si le marché perd 50%,
Alors lui, de son côté, en partant du principe que son fonds va perdre la même chose que le marché, c'est-à-dire 50%, lui ne sera en baisse que de 40% et les 20% de cash qu'il a en portefeuille pourront lui servir à acheter des entreprises à un prix totalement décoté. Bien entendu, cela lui permet de surperformer le marché lorsque celui-ci se reprend. Donc voilà, de mon côté, aucune position en mai 2021. J'attends des opportunités sur plusieurs fast growers, et notamment un fast grower en particulier. Ensuite, bien entendu, si le marché ne m'offre pas ce prix d'achat, alors je continuerai à rester patient. Je vais vous montrer ensuite dans la vidéo pourquoi il est important de rester patient en me focalisant sur les périodes de correction au cours des 30 dernières années. Alors je reviens au portefeuille rapidement, d'habitude je présente mes différentes prises de position, ce mois-ci je n'ai pris aucune position, donc je vais me focaliser sur la plus petite ligne du portefeuille, à savoir Inat Pharma, puisqu'on m'a posé plusieurs questions sur Inat Pharma. On m'a demandé de faire l'analyse fondamentale d'Inat Pharma et on m'a demandé à quel prix rentrer, etc. Alors vous savez que je ne donne jamais de conseils, c'est-à-dire que moi je présente ce que je fais et puis ensuite vous devez prendre vos propres décisions. Je ne conseillerai jamais un titre à l'achat ou à la vente sur cette chaîne et sur aucune de mes chaînes et jamais non plus sur mon site internet. Donc l'idée ici c'est plutôt de vous expliquer pourquoi je ne renforce pas Inat Pharma alors même que le titre baisse, puisqu'on voit que j'ai un PRU à 4,39 € alors que le cours de bourse est pour le moment de 2,96 €. Alors l'idée quand on investit en bourse c'est de renforcer plutôt ces belles lignes, alors éventuellement sur des périodes de correction, et puis de ne pas renforcer les lignes qui sont en forte baisse, alors sauf en période de très forte volatilité, comme c'était le cas en mars, avril, mai 2020, auquel cas bien entendu la volatilité touche l'essentiel des titres à disposition. Donc l'idée pour bien performer en bourse, c'est plutôt d'augmenter, voire de conserver les lignes qui performent très bien, et puis surtout de ne pas renforcer à l'excès les lignes qui performent très mal. Et donc dans le cas d'Inat Pharma, je vous rappelle que j'ai mis ce titre en portefeuille en le considérant comme une option, c'est-à-dire que soit l'entreprise est capable de développer des molécules de haute qualité, auquel cas le cours de bourse pourrait être multiplié par 3, 4, 5 ou plus. Dans le cas inverse, bien entendu, si l'entreprise n'est pas capable de développer des molécules de qualité, c'est-à-dire que si ces molécules sont rejetées en phase 2 ou en phase 3, bien entendu, l'entreprise pourrait finir par faire faillite à terme. Ce n'est pas impossible dans le cas d'une biotech. Pourquoi? Parce que dans le cas d'une biotech, l'entreprise utilise son cash pour développer des molécules et puis arrive un moment où si elle n'est pas parvenue à développer des molécules qui ont un effet positif, alors l'entreprise arrive à court de cash et le cours de bourse se retrouve à proximité de 0 €. Donc il est très important de comprendre le rôle d'une biotech dans un portefeuille. Dans mon cas, je le vois comme une option. Soit c'est une option qui va me rapporter 3, 4, 5 fois la mise, auquel cas ce sera du bonus, ou alors l'option me rapportera 0 € et j'en ai conscience au départ lorsque j'investis dans cette biotech. Donc ça c'est un point important, je l'avais expliqué dans mes premières vidéos, c'est-à-dire attention de ne pas se surexposer sur une biotech. On peut avoir une biotech à hauteur de 1, 2, 3% du portefeuille éventuellement, mais pas plus. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va regarder les fondamentaux d'Inat Pharma et je vais vous montrer comment analyser une biotech et surtout ce qu'il faut regarder lorsqu'on investit dans une biotech. Alors on va commencer ici par quelques chiffres. Donc j'ai récupéré ces données sur morningstar.com. Alors vous voyez, on a 10 années de données. Pourquoi? Parce qu'on est sur le site américain. Vous savez qu'Inat Pharma, en tout cas pour ceux qui suivent le titre, est coté à la fois en France, mais aussi sur le Nasdaq aux États-Unis. Alors ce qu'il faut savoir lorsqu'on investit sur une biotech, c'est que l'entreprise généralement lève du cash et puis va utiliser ce cash pour essayer de développer des molécules. Et donc la première chose à faire lorsqu'on analyse une biotech, c'est de regarder le niveau de cash en trésorerie. Donc je vais tout de suite aller au cash et on va regarder combien de cash a l'entreprise. Alors il suffit de regarder ici Total Cash, donc on est dans la balance sheet, donc en français dans le bilan. Et donc vous voyez qu'on a le cash, il faut regarder ce chiffre qui est ici. Et donc l'entreprise a pour le moment 152 millions de cash. Et alors ce qu'on peut regarder ensuite, c'est combien l'entreprise dépense, ou en tout cas brûle en free cash flow. Donc on va aller regarder le free cash flow. On regarde ici free cash flow pour 2020, on est à moins 63 millions d'euros. Donc on prend la trésorerie 152 millions, l'entreprise brûle 63 millions de cash par an. Grosso modo, l'entreprise a de quoi voir venir pendant 2 ans et demi. Ce qui veut dire que si l'entreprise n'est pas capable de faire passer ces molécules en phase 2 ou 3 au cours des prochains trimestres,
l'entreprise pourrait avoir des problèmes de liquidité d'ici 2 ans et demi, grosso modo. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Ce qu'on va regarder ici, ce sont les revenus. Bien entendu, les revenus pour une biotech. Alors lorsqu'elle trouve une molécule, ses revenus vont commencer à croître de manière extrêmement rapide et exponentielle. Et c'est ça l'avantage, c'est-à-dire que si jamais l'entreprise est capable de développer une molécule efficace, alors bien entendu, les résultats futurs vont être d'extrêmement bonne qualité. Bien entendu, pour une Pharma, ce n'est toujours pas le cas. L'entreprise a plusieurs molécules, de mémoire 7 molécules en développement, ce qui veut dire que l'entreprise doit encore faire ses preuves. Alors, un autre point important, c'est de comparer le niveau de cash, donc on a ici, c'est-à-dire 152 millions d'euros, à la capitalisation boursière d'Inat Pharma. De mémoire, on est autour de 200 millions d'euros, ce qui veut dire qu'en gros, les projets d'Inat Pharma sont valorisés à hauteur de 50 millions, ce qui est relativement peu cher. Maintenant, comme je l'ai dit, Inat Pharma doit faire ses preuves et n'est toujours pas parvenu à faire ses preuves. Donc on attendra les résultats des phases 2 et 3 qui vont venir dans les prochains trimestres. Au niveau des revenus, c'est ce qu'on voit ici, donc on a des revenus relativement erratiques, c'est-à-dire qu'on est à 12, puis on est à 1, puis on est à 56, puis on est à 33, puis on est à 80, puis on rebaisse. Donc on a des revenus irréguliers, donc un chiffre d'affaires irrégulier. Ce qu'on va regarder ensuite, c'est le résultat net, donc net income en anglais. Donc on voit des résultats nets négatifs, moins 7, moins 3, moins 3, moins 20, moins 7. On passe positif en 2016, petit espoir. On retombe négatif en 2017, fin d'espoir, moins 48. Positif, négatif, négatif. Et là on est à moins 64 et on voit que l'année 2020 est l'année pendant laquelle Inat Pharma a eu le résultat net le plus négatif de son historique. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est regarder le nombre d'actions en circulation. On voit que celui-ci a fortement augmenté puisqu'on est passé de 38 millions d'actions à 79 millions d'actions. Donc ça veut dire dilution des actionnaires. Et puis ensuite, on va regarder le free cash flow. Donc là, c'est pareil, c'est très erratique. Positif, négatif, 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 très positif. Probablement un apport en capital ici. Il faudrait regarder dans l'historique. À nouveau négatif, négatif, négatif. Donc ça, typiquement, c'est l'image d'une biotech, c'est-à-dire c'est une entreprise qui va lever des capitaux et qui va brûler du cash pour essayer de développer des molécules. Donc bien entendu, pour une biotech, le point important, c'est de regarder le niveau de cash et c'est de regarder un peu le management pour voir si le management est en mesure de délivrer ou non des résultats. Pour le moment, pour Inat Pharma, on est toujours en attente de résultats. Et là, je parle en tant qu'actionnaire. Bien entendu, tout cela se retrouve au niveau de la marge nette, donc on a une marge nette négative, donc année après année, exceptionnellement positive en 2016, positive en 2018, mais négative année après année. Pourquoi? Tout simplement parce que l'entreprise n'est pas en mesure de générer un résultat net positif, et donc ça se retrouve au niveau de la marge nette. On regarde ensuite le return on equity, donc le rendement sur capitaux propres. On voit que celui-ci est négatif année après année. On voit qu'il était positif en 2016 et positif en 2018. Il reste négatif année après année. Idem pour le return on invested capital, donc le ROIC, qui est négatif année après année, de la même manière. Et donc ici, on a deux ratios qui sont extrêmement mauvais. C'est typique, encore une fois, d'une biotech qui va brûler son cash pour essayer de développer une molécule efficace. Tout ça pour dire que lorsqu'on regarde les états financiers d'une biotech, on va y trouver des choses extrêmement négatives. Encore une fois, il faut bien comprendre le principe d'une biotech, c'est-à-dire que la biotech lève du cash au départ, éventuellement lève du cash au fur et à mesure de son développement et essaye de développer une ou des molécules efficaces. La plupart des biotech font faillite à la fin, il faut en avoir conscience. Au niveau de la croissance, on voit que la croissance du résultat opérationnel, du résultat net et du BPA, donc du bénéfice par action, est absent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de croissance de ces éléments, tout simplement parce qu'on a simplement une croissance du chiffre d'affaires. On voit que cette croissance est de 25% par an au cours des 5 dernières années. Bien entendu, ce qui compte à un moment, c'est que l'entreprise génère un résultat positif, donc résultat net positif, et génère une croissance du net income ici. Auquel cas, bien entendu, si ça se produit, c'est-à-dire que l'entreprise a trouvé ou en tout cas a su développer une molécule efficace, alors le cours de bourse doit suivre cette augmentation régulière du net income. Bien entendu, pour Inat Pharma, ce n'est pas le cas, on est en phase extrêmement spéculative pour le moment. Autre point important, donc j'ai parlé de comparer la capitalisation boursière du titre à son niveau de trésorerie. Donc d'abord, on vérifie que la trésorerie est suffisante pour que l'entreprise puisse tenir plusieurs années sans avoir besoin d'une augmentation de capital.
Et deuxièmement, on regarde la différence entre la capitalisation boursière de la biotech et son niveau de trésorerie. Autre point important, on va regarder sa liquidité, donc à court terme, et on va regarder le current ratio et le quick ratio. Donc on voit ici que le current ratio est de 3,81, donc largement supérieur à 1, et que le quick ratio est de 3,64, donc largement supérieur à 1, ce qui veut dire que Inat Pharma n'a aucun problème de liquidité. On note par ailleurs que le ratio dette sur equity, donc dette sur capitaux propres, est de 0,11, donc 11%, ce qui veut dire que l'entreprise n'est pas fortement endettée, ce qui veut dire aussi que le niveau de trésorerie semble correct pour le moment, puisque l'entreprise n'aura pas d'échéance de remboursement extrêmement importante. On note enfin que le ratio dette sur equity, donc dette sur capitaux propres, est de 0,11, donc 11%, ce qui veut dire que l'entreprise n'a pas des échéances extrêmement importantes, n'a pas de dette long terme extrêmement importante, et donc que son niveau de trésorerie devrait lui permettre de tenir effectivement 2 ans et demi. Alors enfin, on regarde la partie Stockholders Equity, donc en français la partie capitaux propres. Ce qu'il est important de noter ici, c'est Additional Paid-in Capital. Donc ici, on voit un chiffre extrêmement positif en augmentation. Ça, généralement, c'est ce que payent certains investisseurs institutionnels au-dessus de la par value. Donc on va parler de la stock par value en anglais. Donc c'est-à-dire qu'ils achètent directement des actions auprès de l'entreprise à un prix supérieur au cours de bourse. Alors, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo un jour pour expliquer en détail ce que c'est un petit peu compliqué. Ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on a une sorte d'utilisation comptable de ce Additional Paid-in Capital qui permet aux Stockholders Equity, donc aux capitaux propres de l'entreprise, d'augmenter année après année. Bien entendu, ça me semble relativement artificiel. Il faudrait creuser, bien entendu, et il faudra aller voir en détail pourquoi Inat Pharma fait ça. Donc artificiel pourquoi? Tout simplement parce qu'il semblerait que cette augmentation des capitaux propres soit générée par la vente de titres au-dessus du cours de bourse à des investisseurs institutionnels, peut-être à des entreprises pharmaceutiques. Il faudrait creuser à ce niveau-là. On notera enfin que les retained earnings, donc les bénéfices mis en réserve, sont négatifs année après année et en augmentation, donc de plus en plus négatifs, ce qui est généralement mauvais signe. En tout cas, c'est le signe d'une entreprise qui n'est pas capable de générer des bénéfices. Encore une fois, c'est caractéristique d'une biotech. Donc voilà ce que j'avais à dire pour Inat Pharma. Alors les fondamentaux sont pas si mauvais lorsqu'on regarde le niveau de trésorerie, donc le cash, et qu'on regarde la capitalisation boursière. La différence nous donne grosso modo la valorisation des projets en cours chez Inat Pharma. Donc on en est à peu près à 50 millions de valorisation des projets, ce qui est relativement faible. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que l'entreprise brûle du cash quand même depuis plusieurs années. Et donc à un moment, il va falloir délivrer, et c'est ce que je pense qu'attendent les actionnaires, et notamment les petits porteurs sur Inat Pharma. Donc gardez à l'esprit que les biotechs sont des titres spéculatifs, qu'il est important de ne pas se surexposer à ce genre de titres, mais qu'on peut en avoir en portefeuille comme des options, à condition de ne pas en avoir trop, bien entendu. Alors je vais également profiter de cette vidéo pour revenir sur les corrections qui sont relativement courantes en bourse, c'est ce que j'ai marqué ici en haut à gauche. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à penser que quand le marché monte comme ça, il va continuer à monter ad vitam aeternam. Généralement, ce n'est pas le cas, et donc c'est un rappel que je voulais faire, notamment pour ceux qui débutent en bourse. Alors je vous ai mis ici le graphique du CAC 40 Net Total Return. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le mot Total Return, ça veut simplement dire CAC 40 dividendes réinvestis. C'est-à-dire quel est le niveau du CAC 40 si on réinvestissait tous les dividendes dans le CAC 40. Alors comme on peut le voir ici, le CAC 40 est à un niveau historiquement haut, puisqu'on a fait un nouveau plus haut ici à 14 071 points, ce qui veut dire que le CAC 40, en réalité, lorsqu'on prend en compte les dividendes réinvestis, n'a jamais été aussi haut dans l'histoire. Donc quand on dit que le marché américain est très haut et que le CAC 40 est beaucoup moins haut, en réalité, lorsqu'on regarde le CAC 40 Total Return, qui correspond au DAX, puisque le DAX prend en compte le réinvestissement des dividendes, on est sur des niveaux historiquement hauts. D'un point de vue technique, on voit qu'on avait un canal horizontal ici, donc matérialisé en noir. On voit qu'ici, en faisant le report de ce canal, on arrive ici à environ 14 000 points. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais tracé il y a très longtemps. On a atteint l'objectif, ce qui veut dire de mon côté que je pense qu'on devrait venir osciller autour de cette zone pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs trimestres. Ce qui veut dire que si jamais le CAC 40 Total Return venait à monter encore plus haut, je pense qu'on reviendrait quoi qu'il en soit sur ces niveaux à un moment. Alors mon but ici n'est pas de faire le point sur les différents éléments techniques, mon but est simplement de vous montrer les différentes corrections qui ont eu lieu au cours des 30 dernières années.
Alors on a ici des corrections et on a également ce qu'on appelle en anglais des bear markets, donc des marchés baissiers qui durent plusieurs années. Donc quand on prend toutes ces corrections ou bear markets, donc marchés baissiers, on voit ici qu'on a une correction donc en 98 lors de la crise financière asiatique de moins 27% sur le CAC 40 Total Return. On voit ensuite qu'on a la bulle des dot-com ici en 2000 et puis la récession qui s'ensuit et puis un marché baissier qui dure 3 ans, un peu plus de 2 ans, un peu moins de 3 ans, au cours duquel le CAC 40 baisse de 60%. On remonte ensuite entre 2003 et 2007, puis on a la crise des subprimes et le marché repère 57%, nouveau marché baissier sur plusieurs années, ici sur 1 an et demi grosso modo. Le marché repart à la hausse et puis on a la crise des dettes souveraines qui touche notamment l'Europe et le CAC 40 repère 33%. Le marché repart à nouveau en tendance haussière et puis on a une correction ici de 25% en 2015 liée à une correction sur le marché actions chinois notamment. Le marché repart de plus belle, nouvelle correction de 18% et puis on l'a ici, on a l'annonce de la crise sanitaire début 2020 et le marché perd 41%. Le marché se reprend et puis on se retrouve désormais à de nouveaux plus hauts historiques comme j'en ai parlé, donc à 14 071 points. Le message que j'essaye de faire passer ici, c'est que le marché évolue constamment entre phase d'expansion et phase de contraction. Et comme on peut le voir depuis mars 2020, on est en phase d'expansion, ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, on va avoir une phase de correction, donc une phase de contraction, et qu'il sera à ce moment-là intéressant potentiellement d'entrer sur certains titres. Ce que j'ai fait également très rapidement, c'est que j'ai fait la moyenne de ces corrections, donc à la grosse louche, j'ai fait la somme et j'ai divisé par le nombre de corrections, et donc j'arrive à la conclusion suivante, c'est que la correction moyenne est d'environ 37% sur le CAC 40 Total Return depuis 1997, ce qui veut dire grosso modo que lorsqu'on était en mars 2020, on était au niveau de la correction moyenne sur le CAC 40 Total Return, et qu'il s'agissait donc potentiellement d'un point intéressant pour entrer. Dernier point ici, est-ce que le marché peut encore aller plus haut? Bien entendu, le marché peut aller encore plus haut. On a de temps en temps des phases extrêmement exubérantes pendant lesquelles le marché continue de monter pendant plusieurs trimestres de manière extrêmement verticale. Maintenant, d'un point de vue technique, plus on va monter de manière verticale, plus la correction va être importante. Alors, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez parcourir tous les détails de mes portefeuilles PEA et CTO en accédant à mon fichier privé Google Sheet. Pour cela, il suffit de vous rendre sur mon site internet, donc épargne-investissement-et-patrimoine.fr. Alors, je vous ai mis ici, comme d'habitude, la Google Sheet. Donc, avec l'évolution du portefeuille PEA, on voit que désormais le portefeuille est en hausse de 27,24%. Donc, si on prend en compte les apports totaux ici, en tout cas l'apport total et la valorisation des titres en ce moment. Donc le portefeuille continue de très bien performer avec une plus-value latente de près de 5000 €. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos depuis le départ, vous vous rappelez, on était à moins 30% en mars 2020, donc le portefeuille affichait moins 30% en mars 2020, et puis au fur et à mesure des apports et des investissements, on voit que celui-ci commence à très bien performer. Au niveau des dividendes, pas grand chose de nouveau. J'ai perçu 65,96 € de Danone donc en dividende au mois de mai et 6,30 € d'AB InBev toujours au mois de mai, donc pour un total de 72,26 €. Donc c'est toujours bon à prendre, ça vient également renforcer les liquidités en portefeuille. Au mois de juin, on attendra le versement du dividende de BIC, donc 45 €. Et puis ensuite, au mois de juillet, on aura les dividendes de Total et de Maisons du Monde. Donc vous retrouvez les différents versements des dividendes ici. On voit que sur l'année, le total du dividende attendu est de 451 €. On voit également que le rendement sur coût des actions à dividendes est de 4,69%, ce qui est relativement correct. Ça veut dire que les actions qui perçoivent des dividendes sur mon portefeuille ont un rendement moyen de 4,69%. Et puis on note ici au-dessus que le rendement sur coût du portefeuille est de 2,53%. Alors on se retrouve dans la partie de la vidéo que vous attendez tous, l'allocation du portefeuille. Donc je me retrouve avec 22,7% de liquidité que je vais allouer dans des fast growers quasi exclusivement. On retrouve également Renault qui représente 9,2% du portefeuille, Total qui représente 10,6% du portefeuille, Danone qui représente 8,8% du portefeuille, Maisons du Monde qui représente 9,7% du portefeuille, Société BIC 6,6% du portefeuille, Eutelsat 6,3% du portefeuille, Ontex Group qui continue à bien performer 7,2% du portefeuille, Fontaine Pajot qui performe extrêmement bien donc, et qui représente désormais 5,2% du portefeuille,
AB InBev représente 5% du portefeuille, et puis on retrouve Kinepolis, 3,7% du portefeuille, Inat Pharma, 1,9% du portefeuille, et SMCP qui performe également extrêmement bien et qui représente désormais 3,2% du portefeuille. Au niveau de l'allocation à la Peter Lynch, donc hors ETF, je vous rappelle que Peter Lynch aimait avoir 30 à 40% de fast growers en portefeuille. Pourquoi? Parce que ce sont les fast growers qui vont générer les plus grosses plus-values dans le portefeuille. Il aimait également avoir entre 10 et 20% de stalwarts en essayant de revendre ceux-ci avec une plus-value de 30 à 50%. Et puis on retrouvait 10 à 20% de cycliques dans les portefeuilles de Peter Lynch. Le reste alloué dans les turnarounds, les slow growers ou les asset plays. Alors de mon côté, j'ai procédé à une modification ici, c'est-à-dire que j'ai déplacé Inat Pharma de la catégorie Fast Growers à la catégorie Asset Play, tout simplement parce que j'estime que Inat Pharma n'est pas un Fast Grower. Et regardez de plus près, c'est ce qu'on a vu au niveau des états financiers. Pourquoi? Parce qu'on a une croissance des revenus, mais pour autant, on n'a pas de croissance du net income, et donc on n'a pas de Fast Grower à la Peter Lynch. De ce fait, on note que les fast growers ne représentent que 9,1% du portefeuille et c'est donc là que je vais mettre l'accent au cours des prochains mois pour faire monter cette catégorie à 30 ou 40% du portefeuille. Les valeurs cycliques représentent 26,2% du portefeuille, les turnarounds 25,4% du portefeuille, les asset play 4,8% du portefeuille avec Inat Pharma inclus dans cette catégorie désormais. Et puis les stalwarts représentent 17,8% du portefeuille, donc on n'est pas loin de l'allocation de Peter Lynch ici. Et les slow growers représentent 16,7% du portefeuille. Alors, comme d'habitude, pour terminer cette vidéo, je vais vous poser deux questions. Donc la première question est la suivante. Quelle est la proportion d'actions non françaises dans votre PEA? Dans mon cas, j'ai 15,9% d'actions non françaises en PEA. Et puis, deuxième question, quelle proportion représentent les actions américaines, donc via des ETF, au sein de votre portefeuille? De mon côté, cette proportion est de 0%. Donc bien entendu, il va être intéressant de comparer ce que font les uns et les autres. C'est toujours intéressant de voir ce que chacun fait de son côté. Ces deux questions ici vont me permettre de savoir si d'un côté vous avez plutôt ce qu'on appelle en finance comportementale un home bias, c'est-à-dire que vous avez plutôt tendance à vous focaliser sur des actions françaises. Et puis la deuxième question va me permettre de savoir si vous êtes très exposé au marché américain en ce moment. Ça m'intéresse de savoir si vous êtes plus exposé au marché américain ou plus exposé au marché européen. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. Je remercie une nouvelle fois les 11 000 abonnés qui ont rejoint la chaîne au cours des 17 derniers mois. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.